Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré donc à la communauté de l'Afrique de l'Est. Mes trois invités sont restés avec moi. Abdoulaye Hassan Diallo, politologue, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages dont de l'OUA à l'Union africaine, s'unir pour construire, contribution à l'unification du continent, publié aux éditions Subcopie. Vous venez de publier l'itinéraire d'un ancien combattant, Diagourou Verdun Terra, aux éditions Les Impliqués. Merci d'être resté avec moi, Emmanuel Nyongere, économiste, et Jean-Bernard Bikim, analyste stratégique. Merci à vous. Elle a un potentiel immense, elle a fait des progrès. La communauté est-africaine a cependant d'énormes défis à relever. Mais quels sont-ils? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter Nestor Bidadanur. Il est politologue, écrivain burundais. Ce que nous voulons, c'est la paix durable. Et il y a paix durable quand, dans un pays, les droits économiques et sociaux sont garantis à l'ensemble de la population et que cette population aussi a droit à tous les droits humains, c'est-à-dire la liberté démocratique, entre autres. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cela est possible dans nos pays de l'Afrique de l'Est? Est-ce qu'on peut arriver à une situation où nous avons une paix durable? C'est-à-dire où les droits économiques et sociaux ainsi que les libertés démocratiques sont respectés. Et si on part du principe que des pays comme la Malaisie, la Corée du Sud, Singapour, dans les années 60, avaient tous un produit intérieur brut inférieur à celui de la plupart des pays africains aujourd'hui, oui, on peut dire que cela est possible. Mais cela demande bien sûr un leadership éclairé, déterminé. Et en Afrique, on voit que dans les pays comme le Botswana, l'île Maurice, le Rwanda, le Ghana, etc., on peut très rapidement se développer. Jean-Bernard Bikim, quels doivent être les défis prioritaires à relever par cette organisation sous-régionale? Vous aviez évoqué au début de l'émission la question monétaire, l'objectif de l'union monétaire dont on est encore loin. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des signes qui laissent espérer effectivement qu'ils réussissent dans un futur proche à réaliser cette union monétaire? Déjà, avant de parler même de la sécurité de la politique. Quatre défis à relever. Ces défis reposent sur la régulation des tensions. La première tension qu'il faut absolument résoudre, c'est la tension entre supranationalité et souveraineté. Aujourd'hui, la East Africaine ne peut mettre aucune action en œuvre sans l'accord des différents présidents sur chaque pays. C'est valable pour l'Union africaine. Quand bien même ces derniers ont ratifié je dirais, l'association basée sur la communauté d'intérêt et pas de destin. Et donc, le deuxième point, c'est clarifier le positionnement entre communauté de destin et communauté d'intérêt. Ça n'est pas la même chose, c'est des logiques différentes qui s'opposent. Et le troisième point, qui me semble, à mon avis, le plus important, c'est d'une part, au sein des différents pays, tenir compte des contextes factuels. Donc, c'est quoi les contextes factuels? C'est les rapports de force sur différents territoires et les contextes cognitifs qui représentent les cadres légaux universels de droit pour qu'un équilibre puisse s'instaurer. Et en dernier lieu, il va bien nous falloir, Burundais, Gabonais, Nigérians, Algériens, Ghanéens, qu'on accepte enfin que le fait d'avoir des visions différentes ou diamétralement opposés ne doit absolument pas nous empêcher de nous retrouver autour d'une table pour essayer, dans l'intérêt de nos nations et de nos États, d'ouvrir des chemins nouveaux vers lesquels la prospérité, l'espérance peut renaître. Et pour moi, quand vous parlez, Jean-Bernard Bikim, de tension entre souveraineté et supranationalité, quelle peut être la solution? Comment peut-on mettre en cas de crise la souveraineté entre parenthèses et intervenir? C'est de faire en sorte qu'au sein des différents États, qu'il y ait des contre-pouvoirs. En fait, il nous faut réviser les régimes hérités. Je prends un cas très simple. Aujourd'hui, dans un régime présidentiel en Afrique, le président de la République, qui est tout perché là-haut, détient tous les pouvoirs. Et il n'y a aucun autre contre-pouvoir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il nous faut, dans ces régimes-là, imaginer des organisations bureaucratiques et des institutions de telle sorte
que nous puissions, région par région, réinstaurer des points d'équilibre qui permettent de contrebalancer toutes ces actions nocives qui viennent impacter le vivre ensemble. Il y a des pays où ça fonctionne parfaitement. Il y a des pays, effectivement, où les parlements servent de véritables organes de contre-pouvoir. Et moi, ma question, vous ne l'avez peut-être pas très bien compris, mais ce n'est pas à une organisation sous-régionale d'aller s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Moi, je vous dis, lorsqu'en cas de crise, prenons un exemple, l'exemple le plus récent, la CEDEAO, qui militairement a fait pression sur Yahya Jammeh pour qu'il quitte le pouvoir. On admet que si la Gambie était le Nigeria, la CEDEAO aurait été moins courageuse. Tout à fait. Ça, c'est sûr, on est d'accord. Elle n'aurait même pas osé et amasser quelques troupes aux frontières du Nigeria. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette condition-là lorsqu'il y a violation flagrante des statuts communautaires? Comment peut-on intervenir? Comment peut-on mettre en parenthèse la souveraineté des États? Et est-ce qu'on en a les moyens? Très bien. Sur le cas du Gambie, il faut rappeler aux spectateurs que la CEDEAO a violé le droit international, premier point. Le second point, le Sénégal vole le pétrole et le gaz de la Gambie. J'assume ce propos. Oui, mais c'est pas l'objet de... Macky Sall, le président Macky Sall. Macky Sall a occupé la Gambie pendant près d'un an. Donc nous sommes là dans une action concertée et coordonnée par 3 personnes, Macky Sall, Buhari au Nigeria et Cyril Johnson. Et tous ces 3 travaillent pour quels intérêts? D'accord. Des intérêts anglo-américains. La question, d'accord. Maintenant, pour revenir à l'essentiel. S'il vous plaît. Pour revenir à l'essentiel. L'East africaine, comme l'IGAD, le commissaire... Mais la question vaut aussi pour les autres organisations. La SNC doit pouvoir remplir la fonction d'éclaireur et surtout de catalyseur pour que les modèles au sein des différents pays puissent évoluer et au sein de ces modèles qu'on puisse instaurer des contre-pouvoirs et des systèmes qui sortent des cadres référentiels. Quand je n'entends pas cadre référentiel, c'est quoi? Aujourd'hui, un pays, prenons la France, vous avez aujourd'hui Macron avec son mouvement. Ils sont quasi majoritaires partout. Vous allez me dire qu'il y a un contre-pouvoir. Non, il n'y a pas de contre-pouvoir, y compris au niveau des administrations. Par contre, si vous regardez de l'autre côté aux États-Unis, vous apercevez que Trump, bien qu'il ait été élu, mais les juges sont capables de lui dire « Non, monsieur, là, vous allez trop loin ». Et c'est une obligation pour nous, Africains, aujourd'hui, de se dire nous avons la chance de pouvoir observer ce qui se passe de part et d'autre et de pouvoir aller puiser ce dont nous avons besoin pour continuer à vivre ensemble. Parce que l'objectif, c'est d'éviter les confrontations qui arrivent entre les générations. Et elles auront lieu, ces confrontations. Monsieur Hassan Diallo, comment évaluez-vous aujourd'hui la capacité de cette organisation sous-régionale-là à résoudre les conflits et notamment à prévenir à l'avenir de massives violations des droits de l'homme dans l'espace sous-régional? Il y a d'abord 2 facteurs. S'il vous plaît. Moi, je pense qu'à l'intérieur des États, parce que c'est l'escalier qui doit remonter à l'union, à la grande union. Dans les États, si tous les États se comportent comme tels, mais le problème, c'est qu'il y a quand même des oppositions. Quand on prend le cas du Niger, par exemple, et puis j'ai vu d'autres pays, l'opposition aujourd'hui, elle est partie rejoindre la majorité pour être dans le pouvoir. Et maintenant, quels sont ceux qui sont dans l'opposition? C'est la société civile qui crie à gauche, à droite. Et les jours où on lui jette, excusez-moi, quelque chose, ces jours-là, elle ne fait pas du boucan. Elle attend. Alors vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites l'État doit se comporter comme tel, c'est-à-dire comme État. Mais tout à fait comme État. Et ça sous-entend quoi concrètement pour vous? Ça sous-entend que d'abord il y ait les citoyens soient au cœur du pouvoir. Au cœur de l'action politique. Au cœur de l'action. C'est lui qui prête le pouvoir et c'est lui qui le retire. Mais le problème de l'Afrique, c'est pas dire, comme je disais dans ma thèse, on est déraciné, on a quitté notre racine pour nous mettre à vaguer quelque part. Nous n'avons pas trouvé un point d'attache. Parce que avant
avant que les Occidentaux ne viennent, ou les Blancs et tout ça, là, on avait nos empires et tout, on avait nos langues, on avait tout. Hein, et c'est vous qui parliez du troc tout à l'heure, c'était un bon exemple. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on nous a fait? Ce que vous dites est très, très intéressant, Monsieur Hassan Diallo. C'est vrai que dans les royaumes précoloniaux, avant l'arrivée des colons, le roi ne massacrait pas ses sujets. C'est important de le relever dans une émission comme si les rois africains ne massacraient pas leurs propres sujets. Ils se faisaient la guerre entre eux, entre royaumes, c'est normal. Les razzias étaient organisés régulièrement, mais parce qu'ils ont sans doute compris que si tu massacres tes propres sujets, quand ton royaume sera attaqué, il n'y aura personne pour te défendre. C'est élémentaire comme réflexion. Ils pouvaient leur gens. Et dans mon livre que je viens de finir, j'ai parlé certainement de la guerre que mon père a faite avec les autres, mais j'ai parlé beaucoup de la chefferie. Mais en quoi est-ce que la colonisation, quel est le lien que vous faites avec ce que nous sommes devenus et le fait d'avoir été colonisés? En quoi est-ce que la colonisation nous a déracinés de ce point de vue, le rapport à l'humain, le rapport à l'autre, le rapport à la vie? Oui, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que nous devenions des gens à qui on met ce qu'on veut dans la tête, dans la conscience. Parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, et j'en ai fait allusion à mon livre, notre problème, c'est qu'avant nous parlions nos langues. Et dans le dernier livre, j'ai dit que nous risquerions de porter plainte contre la France pour deux choses. D'abord pour sa langue-là. Non, mais c'est un choix délibéré qu'après la colonisation, nous avons, tout le monde a accepté continuer avec le français. C'est un choix libre. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Parce que si tout le monde, aujourd'hui, on dit la francophonie, d'ailleurs, qui a eu son cadre au Niger le 20 mars, ça dit, si la francophonie, puisque quand on rate sa maman, il faut s'accrocher à sa grand-mère. Si on a raté tout ça là, c'est parce que on parle à notre nom. Monsieur Hassan Diallo. On travaille à notre nom. Si tout le monde est allé à l'école aujourd'hui, non, parce que c'est important. Bon, alors, Monsieur Hassan Diallo, dites-nous très rapidement, malheureusement on n'a pas assez de temps, mais dites-nous si les anciennes colonies françaises ne parlent pas français, elles parleraient quelle langue aujourd'hui? On enseignerait dans quelle langue? Au Niger, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Mali, et puis... Expliquez-nous le schéma que vous avez. Mais dans chaque pays, il y a au moins deux grandes langues nationales. D'accord. Vous ne pensez pas que les rivalités ethniques pourraient... Non, mais les rivalités, ça a toujours existé. Même ici, en France, il n'y a pas de rivalité. Donc il faut ériger une langue nationale. C'est le comportement de l'Africain qui a été souillé. D'accord. Alors, très rapidement, donc vous proposez qu'on érige une langue nationale. Et voilà, si tout le monde va à l'école, puisqu'on a perdu nos langues. Et cette langue française que nous parlions mieux que les Blancs, parce que nous sommes les plus nombreux. Une seconde, très rapidement. Nous devons cesser de nous masturber l'esprit avec cette histoire de colonisation. Il nous faut absolument se dire que c'est un phénomène que tous les pays ont connu. Premier point. Le second point, non, tous les pays, non. La langue française, les 2/3 des pays du monde l'ont connue. Pas tous les pays. Les 2/3. Les 2/3. La langue française, aujourd'hui, je dis, elle est un atout et en même temps une faiblesse. Comment faire en sorte que nous puissions tirer meilleur avantage de c'est un outil. C'est un outil. Bien sûr. C'est un outil. Mais c'est vrai que quand vous pensez dans une langue d'autrui, quand vous pensez vous-même dans une langue qui n'est pas la vôtre, vous pensez mal. Les anthropologues sont formels là-dessus. Nous sommes sur une ère de civilisation commune, qui est universelle, au sein de laquelle ce qu'il nous faut plutôt travailler, c'est comment permettre dans nos États de devenir des États nations d'une part, et d'autre part, que ces États-nations puissent reposer sur des organisations certaines, des institutions fortes, et non sur des personnes. C'est l'enjeu. Emmanuel Nyongere, vous êtes, économiste, le FMI est formel. 3 économies de la sous-région font partie des économies les plus dynamiques du monde, dit-on, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, comme avec un taux de croissance soutenu de 4%, comment ces économies peuvent-elles garder ce dynamisme et même l'amplifier? Non, sur ce côté-là, c'est que on regarde toujours
au niveau du dynamisme d'un pays, il y a la volonté de ses responsables, de ses représentants. Il faut voir que la Tanzanie, c'est un pays qui a d'énormes potentialités agricoles, et le Kenya, c'est un pays qui s'est beaucoup investi dans le commerce, dans les affaires. Donc, surtout dans les services. Dans les services. Et l'Ouganda, il a toujours été le chouchou du FMI avec Museveni dans les années 90. C'était le champion du libre-échange en Afrique. Donc, ce qui fait que, il faut dire qu'ils ont mis en place des réformes qui leur ont permis de récolter, je dirais, aujourd'hui, les résultats qui sont actuels. Mais par contre, effectivement, il faut que, en adhérant dans un bloc commun, il y a des facteurs externes qui pourraient venir perturber cette croissance-là. C'est pour ça, quand on réfléchit un peu sur les mécanismes à mettre en place, c'est que pour que l'action publique, politique, qui doit guider les dirigeants, puisse être efficace, il faut que le peuple soit au cœur de toute action politique publique. Et donc, dans ce cas, il faudrait que peut-être au niveau des blocs régionaux, le peuple soit mis en avant. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de suspension d'un pays, par exemple, qui serait jugé qui ne respecte pas les droits de l'organisation. Voilà. Merci à vous, Emmanuel Nyongere, vous êtes économiste, d'avoir participé à ce débat. Jean-Bernard Beki, merci à vous également. Vous êtes analyste stratégiste, président du think tank Alpha, et Abdoulaye Hassan Diallo, politologue, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, l'itinéraire d'un ancien combattant, Diagourou Verdun, Terra, publié aux éditions Les Impliqués. Merci à vous trois. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.